Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Clarisse Angelier, je suis la directrice générale de l'ANRT, de cette association pour la recherche et la technologie. Un petit mot pour la présenter. C'est une association qui est née en 1953, donc même moi je n'étais pas née, qui a gardé son objet, qui est de développer la recherche et surtout la communauté de recherche publique et privée. On rassemble aujourd'hui les 3/4 de l'effort de recherche français, toutes les entreprises intensives à recherche et quasiment tout le corps académique et l'Université de Tours, évidemment, membre de l'ANRT. L'ANRT, c'est une communauté d'à peu près 30 000 personnes. Et en 1981, alors nous sommes une association privée, je tiens à le rappeler. En 1981, on s'est vu confier le dispositif CIFRE, dont je vais vous parler. J'ai l'honneur d'être une ancienne CIFRE. Nous sommes à peu près aussi 30 000 anciens CIFRE. Et donc, bienvenue au club, chers consoeurs. Et puis, en 84, on a travaillé sur les questions européennes. Donc, nous sommes point de contact national pour les 3 piliers du programme cadre de recherche et d'innovation, aussi bien European Research Council que le pilier 2 sur les clusters, que l'European Innovation Council pour la partie plus industrialisation de la recherche. Et puis, ben voilà, c'est déjà pas mal. Et puis, évidemment, on a pour nos membres, on travaille à informer nos membres, je vais revenir, à leur permettre d'échanger et à influer. Et je travaille beaucoup en relation avec les responsables de la politique de recherche, les décideurs publics et politiques en France, que ce soit le gouvernement ou les parlementaires, et nous travaillons sur l'organisation de la recherche, sur l'énergie, sur le numérique, sur le spatial, sur la pédagogie, sur la santé globale, etc. Voilà, ça c'était pour la présentation. Alors, si on m'accorde encore une petite minute de discours avant de rentrer dans le cœur du dispositif CIFRE, et là j'espère faire quelque chose d'assez interactif, je voudrais quand même contextualiser ce que c'est que la recherche. Voilà. La recherche, ça existe depuis très longtemps, hein, depuis que à peu près l'homme proto-humain, 1 million d'années, voilà, celui qui se lève, il a la conscience de lui-même et il se pose des tas de questions pour comprendre pourquoi il est là, comment marche son environnement, d'où il vient, où il va. Et donc cette recherche, enfin cette animation, cette espèce de vecteur d'animation de l'homme pour la compréhension du monde, de la marche du monde, traverse les siècles. Ça se structure évidemment au fil des siècles et on arrive ici. Donc la recherche, c'est pousser le front de la connaissance. Voilà. Je cherche à savoir toujours davantage de quoi la matière est faite, de quoi l'univers est fait et qu'est-ce que je peux en faire pour mon propre bénéfice. C'est là où ça se complique. Donc voilà. Et les pays, notamment les pays occidentaux, ont rapidement vu les moyens d'utiliser cette recherche pour la transformer en des innovations, plus souvent animées par des enjeux guerriers et éventuellement animées pour le bien-être de leur peuple. Tant qu'on est tout seul à repousser le bulle de la connaissance, ça va plutôt bien. On est leader. Et la France a été un leader international en matière de sciences, jusqu'aux moitiés du XXe siècle. Voilà, une espèce d'empire scientifique avec des grands génies, alors pas que, hein, on pourrait dire ça de l'Europe d'une manière générale, puis plus tardivement des États-Unis. Là, maintenant, il y a 192 pays, si j'exclus la Palestine, qui est membre de l'ONU. Tous les pays de l'ONU ont pour stratégie l'innovation et mettent beaucoup d'argent pour certains d'entre eux. Singapour, la Chine, l'Inde. Et du coup, on n'est pas devenu plus mauvais, sauf qu'on n'est plus les seuls à courir. Et pour courir, il faut courir plus vite. Et ça, c'est là où on a un peu de mal. Donc, on recule. On était 3e, 5e, 7e, 8e, 13e. On va probablement être 15e. D'Oxford, où j'étais en juin, on nous dit « Vous avez des labos formidables. Vous êtes formidables. » Mais on a un problème de rapport à la puissance. Parce qu'il faut trouver, mais il faut trouver plus vite, plus fort que les autres. Puis après, il y a un deuxième point. C'est la capacité, c'est là où j'arrive progressivement vers les chiffres, c'est la capacité à transformer cette connaissance en de la valeur. Et là, on est assez mauvais.
Ce matin, à la NRT, je faisais intervenir Erwan Arwani, qui est le président, directeur général d'une start-up qui s'appelle Biomemory. Allez voir ce qu'ils font, c'est magique. Ils font du stockage informatique sur ADN. Nous sommes les premiers au monde. Nous avons entre 6 mois et 12 mois d'avance. Il veut devenir un titan. Sous-entendu, Google, il pourra. Il a juste besoin d'1 milliard. Est-ce qu'on est capable de lui donner 1 milliard, au moins 500 millions dans les 6 mois? C'est tout le problème. Les ingénieurs, on les a. La science, on les a. On n'a pas forcément la volonté d'être un titan. Et en plus, on n'en a pas toujours les moyens. D'autant plus, et j'arrête là, et c'est le rapport de Mario Draghi il y a 1 an, Mario Draghi à l'échelle européenne, c'est qu'on a une économie très conservatrice. Alors moi, la première, hein, on ne sait pas miser. On a peur de miser. D'ailleurs, je suppose que quand je vous dis on a juste besoin d'1 milliard dans les 6 mois, vous allez vous dire, on va trouver ça où? Comment je mise 1 milliard? Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel je voulais avancer, parce qu'il me paraît important que quand on fait de la recherche, que ce soit dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu académique où nous sommes, ou dans la gouvernance de la recherche, parce que c'est un objet politique qui n'est pas assez encore en permanence dans l'esprit des parlementaires ou du gouvernement, on doit avoir ces ambitions, ces connaissances, ces questionnements en permanence. Quel que soit d'ailleurs le champ politique, et j'ai l'honneur de parler avec tous les parlementaires, à peu près de tous les bords, et je dois dire c'est toujours un plaisir, parce que la recherche, c'est un peu comme la santé, c'est très consensuel. On sait tous, qu'on soit à gauche ou à droite, qu'on soit au Parlement, enfin qu'on soit à la haine ou au Sénat, que c'est un moteur vital pour préserver notamment aussi notre modèle social, parce que derrière la recherche, il y a la compétitivité, derrière la compétitivité, il y a la stabilité sociale du pays. Voilà, il y a un enchaînement. Donc, messieurs les chercheurs, mesdames les chercheurs, pardon, vous êtes très importants. Alors, j'arrive maintenant sur la question de la recherche partenariale. On ne cherche pas seul. Ça marche pas, ou alors ça reste sur étagère, ce qui a longtemps été un problème aussi dans les années 90-2000, d'où les grandes transformations de la recherche, d'où le grand mouvement Sauvons la recherche en 2002, d'où la première loi organique d'organisation de la recherche en 2007, puis celle de 2012-13, et puis la loi de programmation de la recherche de 2020, etc., etc. Donc, on a monté beaucoup de dispositifs partenariaux. Donc, le CIFRE était très en avance sur son temps, 1981, alors que les IRT, les instituts Carnot, les pôles de compétitivité, récemment les P8, tout ça, c'est très récent, ça a moins de 15 ans, en fait. Au mieux, 20 ans et encore pas tout à fait. Donc, il est important de travailler ensemble et de faire coopérer ce que les Américains savent bien faire. Ils ne sont pas meilleurs que nous sur le plan scientifique, mais ce qu'ils savent bien faire, Singapour aussi, la Chine dans une certaine mesure, c'est de se mélanger. C'est de travailler de manière coopérative. Et moi, je pense que le Graal qu'on devrait tous savoir quand on gouverne la recherche, c'est les laboratoires communs. Donc, je suis venu vous parler des chiffres, mais je me permets de commencer par les laboratoires communs. C'est fondamental parce qu'il n'y a que dans la durée longue, en se croisant tous les matins, qu'au bout d'un moment, on ne sait plus si on est du monde académique ou du monde de l'entreprise, et puis c'est pas grave. Mais on veut, même si les enjeux ne sont pas les mêmes, et ça, c'est pas grave, mais on veut faire avancer notre science. Voilà. Alors, je vous remercie pour m'avoir laissé la parole sur ce petit point de politique. Et maintenant, je vais passer au dispositif CIF lui-même. Et là, je vous propose, parce que sinon, ça va être terriblement ennuyeux, qu'on fasse quelque chose d'assez interactif. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de slides. Et en fait, je vais vous les laisser, mais c'est juste pour que vous les ayez, mais je pense qu'on va faire mieux que ça. Alors, je ne sais pas si quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'une CIF, donc je fais un petit wrap-up, comme ça nous échauffe. Donc, ça part de la volonté du gouvernement en 81 de former plus d'ingénieurs à l'époque aux questions de recherche. Ça me permet de vous dire que dans les équipes de recherche privées dans les entreprises, nous n'avons que 12% de docteurs. Parce que ingénieurs que nous sommes, et j'en suis une, on nous a biberonné au fait qu'on savait tout faire, et on l'a cru.
Or, la recherche, c'est un métier particulier. Jusqu'au master, on apprend à savoir et à utiliser notre savoir. À partir du doctorat, on apprend à se déconstruire. On ne sait pas, on va poser des questions, on va apprendre à se questionner. Et là, on va peut-être pouvoir contribuer à de nouvelles connaissances. Et c'est vrai que ce manque de docteurs dans la Maison France, dans les entreprises françaises, est quand même une petite difficulté, y compris sur le plan international, parce que quand vous travaillez au niveau international, ce que j'ai pu faire, une fois que vous avez dit que vous étiez docteur, vous avez réglé tous les problèmes. Si vous n'êtes pas docteur, ça se complique, il faut expliquer qui vous êtes, etc. C'est vraiment un passeport extraordinaire, y compris dans des relations diplomatiques. Donc, en 81, le gouvernement se dit il faut que je forme plus d'ingénieurs à faire de la recherche, parce qu'en fait, c'est un vrai métier. Et donc, il se dit, on va faire en fait un doctorat en apprentissage, hein, quelque part. Donc, on va partir d'une problématique de recherche d'une entreprise. Alors, c'est plus tout à fait vrai, mais je vais y revenir. D'une entreprise, et on va lui proposer de faire une collaboration avec un laboratoire académique. Et l'ambassadeur, le directeur de la recherche, quelque part, celui qui va vraiment les faire, c'est un doctorant qui sera embauché par l'entreprise, qu'on va aider par une subvention, et qui va passer son temps à se balader entre l'entreprise, où il a des encadrants, et puis son laboratoire, où, comme tous les doctorants du monde, il a un directeur de thèse, il appartient à une école doctorale, il a un directeur de labo. Voilà. Et alors, pour faciliter le mouvement, le gouvernement a dit on donnera une subvention à l'entreprise pour alléger la charge salariale du doctorant, que fait peser cette embauche, et on va permettre d'ailleurs de faire des CDD de 3 ans, ce qui n'était pas possible jusqu'à très peu de temps dans le milieu privé. Et puis, on obligera à ce qu'il y ait un contrat de collaboration entre le laboratoire et l'entreprise pour être sûr que le protocole de recherche, la condition de la propriété intellectuelle, l'antériorité des connaissances, l'organisation des travaux de recherche, etc., sont bien consignés et que tout le monde est bien d'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, vous savez déjà tout ça? Ah, madame, merci. Par an, de 14 000 euros par an, donc 42 sur l'ensemble du contrat, pour qu'ils puissent rémunérer le thésard. En partie. Alors, très bonne question. En fait, le dispositif CIFRE aujourd'hui, c'est 5000 doctorants en stock. Donc, madame, vous êtes avec 4 999 collègues. Et donc, ça représente un budget de l'ordre de 72-75 millions d'euros, ce qui n'est pas une petite somme hein, pour le gouvernement. Mais il faut effectivement verser 14 000 euros pour chaque CIFRE monté. Donc ça, c'est la volonté gouvernementale. La NRT est l'opérateur privé pour cette affaire-là, comme Météo France. Enfin, il y a plusieurs opérateurs parce que quand le gouvernement, ça lui est compliqué de faire lui-même, il délègue à une structure pour qui c'est plus facile. Et on a plus de 40 ans d'expérience, donc c'est assez facile. Donc effectivement, une fois qu'on a reçu un dossier de demande de CIFRE qui va comporter l'engagement de l'entreprise à faire ce qu'elle dit, un sujet, un CV de doctorant, un engagement du directeur de labo et du directeur de l'école doctorale. Bref, on nous explique ce qui va se passer, on regarde si tout ça, ça tient, si c'est bien de la recherche. La CIF, c'est un TRL bas, hein, c'est un degré de maturité bas, c'est de la recherche. C'est là où je suis plus ou moins d'accord avec vous, c'est de la recherche fondamentale, avec un engagement sur le futur d'une entreprise, mais c'est quand même des TRL bas. Hein. Ça reste, c'est du 1,3. Hein. Donc, avec un degré de maturité, somme toute, assez bas, donc on regarde si c'est bien de la recherche. Une fois qu'on a dit oui, on signe avec l'entreprise une convention industrielle de formation par la recherche, une CIFRE, qui traduit de manière très formelle que le doctorant va être embauché avec un minimum salarial de 26 400 euros bruts par an. Et vous voyez que d'ailleurs la moyenne est à quasiment 34. Hein. Il y a des doctorants extrêmement bien payés parce que les entreprises, elles reconnaissent la valeur ajoutée d'un doctorant et elles l'intègrent très sensiblement dans leur équipe de recherche.
Et donc, cette convention, une fois que tout est réglé et qu'on a bien vérifié qu'il était inscrit en thèse, etc., eh bien, nous autorise à donner 14 000 € par an à l'entreprise, effectivement, pendant 3 ans. Donc, pour l'entreprise, c'est un soulagement. Ça ne couvre pas tout le salaire, mais c'est un soulagement, effectivement. À quoi peut s'ajouter le CIR, dont il sera question tout à l'heure, le crédit impôt recherche, qui va abonder à peu près à 30% la part qui reste. Donc, ce qui fait qu'à la fin des fins, quand une entreprise me dit une cible, c'est trop cher, j'aime bien quand elle me dit ça, parce que je lui réponds, c'est que vous n'avez pas de problème de recherche. Parce que la recherche, ça coûte. C'est un investissement. Donc, les entreprises ne sont pas des vaches à lait, et on pourrait revenir d'ailleurs sur les contrats de collaboration, mais si l'entreprise n'est pas capable de mettre 10-15 000 € sur la table, c'est qu'elle n'est pas prête à faire de la recherche, et ce n'est pas grave. Elle reviendra quand elle sera prête. Donc voilà, mais il y a un vrai mouvement, et le gouvernement, les gouvernements successifs sont très attachés au dispositif CIFRE, parce que non seulement les doctorants sont bien encadrés, les doctorants soutiennent quasiment tous, les doctorants trouvent du travail, quasiment tous, avec des beaux métiers. Il y en a à peu près un quart, voire un peu moins, mais disons un quart, qui va aller dans le milieu académique, et 2 tiers qui va aller dans le milieu du privé, 1 tiers d'ailleurs de ces 2 tiers dans l'entreprise où il a fait sa CIFRE, et puis les autres 2 tiers ailleurs, et pendant au moins 5 ans, sont des gens qui feront de la recherche. Alors après, ils vont évoluer parce que dans sa vie, on évolue. Mais ce sont quand même en plus des gens qui vont avoir une permanence d'activité de recherche dans leur entreprise privée. Donc, on nous les arrache. Et d'ailleurs, dans la loi de programmation de la recherche, je reviendrai à votre question, mais du coup, j'enchaîne sur quelques chiffres. Vous voyez que le budget de recherche, qui est en fait les barres de chiffres alloués en rouge, ne cesse de croître. Et là, dans le cadre de la loi de programmation de la recherche 2020, on espère... Il y a eu en fait une croissance de plus 50% entre 2020 et 2027. Voilà. Alors, est-ce que je réponds complètement à votre question, madame, ou pas? N'hésitez pas à compléter. Oui. Juste, Clarisse, un tout petit point. Tu as parlé de TRL, ça ne veut pas dire grand-chose pour pas mal de collègues. Et puis, bien. Pour les sciences humaines et sociales, on n'utilise pas TRL, mais on utilise SRL. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux juste éclairer? Puis, il y aura une question juste à côté de moi. Alors, en fait, ce sont les degrés de maturité des travaux de recherche, que ce soit pour les technologies ou pour le management ou le social management, ce qu'on dit les SHS. Mais c'est la même chose. D'ailleurs, cette distinction SHS, sciences dites exactes ou sciences pour la matière et le vivant, il faudrait la diluer un peu. Et vous allez voir qu'on a, je vous le dis tout de suite, on a 25% des thèses CIF qui sont SHS. Donc pour nous, ce n'est pas du tout exceptionnel. C'est juste normal. Voilà. Et je fais pour qu'on mixte SHS et sciences de la matière et du vivant. Donc les TRL, c'est le degré, ça vient de la NASA, c'est pour décrire le degré de maturité d'un travail de recherche. Quand je suis au moment de la grande question, je ne sais rien. Je suis au TRL 1. Voilà. Je vais faire une recherche où j'ai tout à découvrir. Progressivement, ça se précise et alors ça fait 1, 2, 3. On va commencer à envisager des choses possibles avec ces travaux. Alors ça peut être une publication, mais ça peut être déjà, par exemple, l'ADN, le stockage informatique sur ADN. En fait, ils regardent comment ils peuvent faire de l'ADN inerte, puis ils se disent, est-ce que je peux les découper en petits bouts? Oui. Est-ce que je peux associer 16 brins de demi-ADN avec du codage? Et puis, progressivement, je fais un langage à 16 mots ou 16 lettres plutôt. Puis après, je le transforme en un truc binaire. Et puis, tiens, ça peut me donner du code informatique. Et là, on passe en fait d'un TRL 1, pardon, où vraiment on est sur fondamental, je ne sais absolument pas où je vais, à progressivement ce qu'on appelle un POC. Donc là, j'arrive à 3, 4, 5, c'est-à-dire Proof of Concept. C'est-à-dire, je vais regarder si ce truc-là que je commence à manipuler, à décrire avec assez de précision, je peux en faire un objet avec une certaine répétabilité. Est-ce que je peux commencer à imaginer que ça pourrait servir à quelque chose de vrai, c'est-à-dire le sortir un peu du labo pour le faire rentrer dans une super
utilisation industrielle, puis progressivement, je vais faire des choses plus grosses, je vais travailler sur des réacteurs plus gros, je vais m'associer avec une entreprise, et puis je vais aboutir à proposer quelque chose sur le marché et à mettre mon rack d'ADN pour stocker les datas dans un rack d'un data center. Vous voyez ? Et là, je suis passé du TRL 1 au TRL 9. Ça me permet de conceptualiser sur une entreprise. Bon, si elle ne fait pas de R&D et qu'elle n'innove pas, elle est morte. Et ça a été le problème des entreprises un peu moyennes en France. Si vous n'avancez pas et que vous reculez, au bout d'un moment, vous n'existez plus. Au mieux, vous faites racheter. Donc, vous avez 3 niveaux d'innovation pour une entreprise, 3 capacités, 3 logiques. Restez sur votre chaîne de valeur. Et là, généralement, vos ingénieurs, ça le fait. Bon, c'est-à-dire que vous faites mieux ce que vous savez faire. Deuxième possibilité, vous vous dites, je vais me décaler un petit peu, je vais aller aux interfaces de ma chaîne de valeur. Je vais aller flirter sur le monde d'à côté. Et là, c'est quand même un peu mieux avec le monde académique. Parce que mes ingénieurs, même si j'ai mes 12% de docteurs, ça ne va pas être assez. J'ai besoin du monde académique qui, lui, avance vite. Et puis beaucoup. Et puis après, je veux vraiment changer de chaîne de valeur. Et j'ai besoin de disruption. Et à ce moment-là, je ne peux pas me passer du monde académique. Parce que souvent, les ruptures, elles viennent du monde académique. C'est là où vous êtes vitaux. Donc c'est pour ça que la recherche, c'est un objet politique, c'est un objet stratégique, c'est un objet économique. Il faut un monde académique fort qui travaille fortement avec le monde industriel qui est capable de vous recevoir. Et qui ait cette permanence, ces 3 horizons. Et ces horizons, ce n'est pas moi qui ai décrit, c'est Britt Banerjee, qui est le CTO de l'entreprise Synopsys aux États-Unis, avec qui je converse directement. On ne va pas raconter. Je vous invite à lire son dernier ouvrage. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, mais cette logique que je décris pour les entreprises, elle doit être aussi la vôtre, puisque vous intervenez dans cette politique générale. Alors la question peut-être. Merci pour cette présentation. Vous avez parlé des ingénieurs juste avant et la table ronde avant parlait de tout ce qui traitait des sciences humaines et sociales. Mais pour tout ce qui traite, par exemple, des biologistes ou des chercheurs en biologie, est-ce que vous sauriez, parmi les chiffres qui ont été alloués, en quelle partie étaient ceux qui recherchaient dans le domaine de la biologie, par exemple ? Alors voilà, ça c'est un peu simpliste parce qu'on a répondu à votre question en divisant les domaines scientifiques en 10. Mais bon, ça va nous donner... Donc, vous voyez qu'en maths, on a quand même 6% de matheux, alors que là, pour le coup, on pourrait se dire, waouh, qui font des chiffres. Parce que les entreprises ont besoin de concepts mathématiques forts. Alors, on va avoir maths et informatique, on va avoir maths et finance, on va avoir maths et bio, etc. Donc, ça répond à un bout de votre question. On n'a pas tant de physiciens, c'est vrai. On va en avoir un peu en électronique, mais on va éventuellement les retrouver dans les 24% de STIC ou 19% de sciences de l'ingénieur. Mais c'est vrai que la grande physique, l'astrologie, etc., enfin l'astronomie, pardon, c'est notre petit maillon faible, on va dire. Et puis après, 11%, enfin physique, sciences de la Terre qu'on pourrait mettre ensemble, 11% de chimie matériaux, 8% de santé. Ça s'agrandit progressivement. Il faut savoir que la santé était très fermée. C'est très compliqué pour la santé de travailler avec le monde académique. Enfin, nous, c'est ce qu'on voyait. En tout cas, les chiffres n'étaient pas le meilleur des vecteurs. Ça s'ouvre. Sciences de l'homme et sciences de la société, ben, vous voyez, là, on est à 27% quand même. Hein, donc, c'est pas si mal. Hein, ça va bientôt manger tout le reste. 19% en sciences pour l'ingénieur, c'est le cœur historique du dispositif CIFRE. Voilà. La mécanique, l'aérodynamique, bon, j'en passe, c'est des meilleurs. 24% en STIC. STIC, c'est informatique, communication, ben là, évidemment. Et puis 5% en agro. Voilà. Est-ce que j'ai répondu au moins en partie à votre question ? Oui. J'ai pas le pourcentage, je pourrais vous le donner, mais je n'ai pas le pourcentage exact de ce que vous disiez. Mais pour ce qui a trait, par exemple, aux sciences de la vie, est-ce que vous les avez regroupées ici, par exemple, dans la santé ? Oui, mais on va les retrouver probablement dans chimie matériaux. On peut les retrouver en STIC. Il faudrait que je fasse un découpage autrement. Mais elles sont là. Je note la question, éventuellement, si ça vous intéresse. Ou vous nous envoyez à chiffres en minuscules, même si je crois que la casse, peu importe, @anrt.asso.fr et on vous répondra.
Alors, envoyez toutes vos questions, même celles que vous n'aurez pas posées aujourd'hui. Monsieur. Oui, vous avez évoqué 3 scénarios, la pour une entreprise, rester sur sa chaîne de valeur, etc. Alors, je suis désolé, j'ai tendance à jamais rentrer dans les cases. Mais il y a aussi le cas où on peut être, nous, du point de vue acteur académique, à l'origine d'innovation et de chercher des gens capables de prendre le service. Parce que ce n'est pas l'État qui va maintenir, enfin en tout cas dans notre cas, à chaque fois qu'on attendait dans notre institut de développer des services, souvent ça périclite parce qu'on n'a pas les moyens de les maintenir dans la durée. Et qu'en fait, le service commercial, pour le coup, c'est aussi une façon de garantir la pérennité d'un développement. Alors j'ai envie de vous répondre que vous êtes quand même dans l'horizon 3. Oui. Parce que c'est vous le créateur de ce soit nouveau concept, innovation, enfin, on met le mot qu'on veut, et il vous faut trouver un berceau d'accueil. Un berceau d'accueil qui sache gérer la création de valeur. Mais alors, du coup, je vais compléter, c'est que je vais peut-être me faire fâcher par mon service partenariat, qui est à côté. Mais du coup, moi, ce que je vois dans mon institut, c'est qu'on est quand même des fois une difficulté à adapter la réponse suivant qu'on a une grosse multinationale, une TPE de 3 salariés, parce qu'on a tendance à être un peu gourmand à la recherche aussi de parts de propriété intellectuelle, d'autofinancement, de compensation de la baisse des financements publics. Et ce qui fait que quand on parle le même langage à une TPE de 3 salariés, ou à une PME ou à un gros groupe, quand on est en position de chercher pour un débouché, les interlocuteurs, ils nous regardent parfois en disant « mais vous êtes un peu gourmand, quoi ». Alors ça, c'est une excellente question et je vous adresserai le rapport que j'ai commis en début 2025 sur la question des relations partenariales, puisque c'est un peu de ça et leur suite. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, l'organisation de la Maison France fait que c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a tout de même une forme d'incompréhension entre le monde académique et le monde de l'entreprise quant aux enjeux respectifs et une difficulté à les aborder en tant que coopération où chacun doit gagner. Je répète toujours la même anecdote, mais elle est extraordinaire. Une entreprise plutôt grande m'appelle sur une cifre, ça se passe mal, le contrat de collaboration, là, ils n'y arrivent pas. Et bon, elle me raconte tout le mal qu'elle pense du labo. Et puis je lui dis, au bout d'un moment, c'était un peu comme une psychologie pour couple, je lui dis, quittez-le. Dire si vraiment il est infernal, d'autant que je comprends qu'ils arrivent en fin de course du truc. Donc Et là, elle me répond quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais on a besoin d'eux. Donc, je pense que ça ne peut marcher que si on conscientise soi-même qu'on a besoin de l'autre. Si vous n'avez pas besoin de l'autre, il ne faut pas jouer avec lui. Et après, une fois qu'on a reconnu qu'on avait besoin de l'autre, il va devoir gagner. Je ne gagnerai que s'il gagne. Et lui, son jeu, sa méthodologie de jeu n'est pas la mienne. Moi, académique, ma méthodologie de jeu, c'est... avoir de l'argent pour comprendre la marche du monde. Donc, ce n'est pas un truc qui crée de la valeur directement. C'est plutôt un truc qui est consommateur de monnaie, d'hommes, d'intelligence, de génie, de dynamique, etc. Et puis, l'entreprise, elle, à un moment donné, il faut qu'elle gagne parce qu'elle a des stakeholders, parce qu'elle est dans une relation commerciale dure avec son marché. Et en plus, elle doit vendre beaucoup, si possible moins cher que les autres, comme Biomémoré. Là, ils ont 12 mois d'avance, 6 mois d'avance, mais c'est rien. Donc il dit, lui, il évolue dans une zone de guerre. Donc, à un moment donné, et pour moi, il n'y a que le dialogue. C'est pour ça que j'aime les laboratoires communs, voire les CIF, parce qu'on apprend à se connaître, on apprend les contraintes de l'autre. Alors, soit c'est pas possible, parce que objectivement, se mettre d'accord, ça le fait pas. Bon, on ne fait pas. Soit on y arrive. Et j'ai quand même la faiblesse de penser que nos entreprises sont assez patriotes. Elles ont globalement envie de jouer avec la France, les labos français, j'entends. Est-ce que ça reste en France? Elles sont malheureuses, même quand elles vendent à l'étranger. Et en même temps, elles ne vont pas tuer leur bébé parce qu'il n'y a personne qui veut leur acheter en France. Donc, il faut les comprendre aussi. Mais elles sont assez patriotes et vous avez un excellent niveau. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que dans vos universités, vous ayez des gens habiles, agiles, habitués à vous aider à parler à l'autre. Mais de grâce, communiquez. Et communiquez vite. On ne communique pas au bout de 2 ans, quand moi j'explique que de toute façon, comme je n'ai pas le contrat de collaboration, c'est mort.
C'est-à-dire que les 24 mois, donc les 14 et 14, 28, ils les auront plus. Ça fâche tout le monde. Mais à un moment donné, moi, je ne peux pas avoir une CIF qui n'a pas de contrat de collaboration pendant 36 mois. Ça dit quoi, ça? Ça dit, alors si, ça dit que ce n'est pas une CIF et que le jeune, il fait autre chose. Enfin, le jeune ou le moins jeune, il n'y a plus de limite d'âge. Mais voilà ce que j'ai envie de vous répondre. Ça vous convient? Merci. Moi, j'avais une question sur le profil des structures partenaires, puisqu'on a entendu parler. J'imagine que vous avez les diapos, mais. Mais oui, elles sont toutes prévues. On nous parle des entreprises. On a eu des exemples avec des collectivités territoriales. Moi, j'avais notion aussi que c'est possible avec la Caisse nationale d'assurance maladie, mais c'est pas possible avec les hôpitaux. Et enfin, c'est la notion que j'en ai. Peut-être que vous allez me contredire. Et donc, c'est pas clair pour moi de savoir avec qui on peut faire une CIFRE ou pas. Alors, plusieurs choses. D'abord, toujours le concept, ce que j'appelle moi la martingale. Faut qu'il y ait du sens. Et le sens de qui est qui, c'est-à-dire qui est employeur et qui est laboratoire académique, en fait, un employeur ne peut pas avoir d'activité de recherche académique publique. Donc, j'ai envie de dire, un hôpital privé, il peut être employeur. Il me semble d'ailleurs qu'on a des EHPAD. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas tout à fait un hôpital, mais enfin, dans le grand registre. Par contre, un CHU, un CHU, non, parce qu'il y a le U qui va fortement gêner. Voilà, c'est ça la ligne de partage des eaux. Alors, parfois, quand vous avez un doute, vous nous appelez. Et puis nous, soit on sait vous répondre, enfin mon service CIFRE, soit on demande au ministère. Parce qu'on voit, on a des comités tous les mois, et tous les mois, non seulement on évalue et on donne les chiffres, enfin c'est notre comité d'évaluation et de suivi, et c'est là où on accorde, mais en plus, tous les mois, on pose des questions justement pour affiner tous ces grains de sable. Alors, moi, j'aime beaucoup ce graphique. Parce qu'il montre quoi? Il montre que, en fait, si j'additionne les PME, donc entreprises de moins de 250 personnes selon la normalisation généralement répandue, et puis les ETI, c'est-à-dire des entreprises plutôt autonomes, souvent familiales, qui ont entre 250 et 5000 salariés, si je les mets dans le même groupe, on a à peu près le même nombre de chiffres. Alors, en 2024, c'est la partie corail, hein, tout à fait à droite de chaque paquet. On a à peu près le même nombre que dans les grands groupes. Donc ça, c'est bien. Le dispositif CIFRE est un vecteur de pénétration de la recherche dans les petites entreprises. Et j'ai de très, très belles histoires où comment une entreprise, alors j'en ai plusieurs, mais bon, peu importe, en 2000, ou dans les années 80, c'est plutôt 90, ils étaient sur une chaîne de valeur, et puis, alors elle a plus de 100 ans, l'entreprise, donc le petit-fils qui avait hérité du grand-père, du père, etc., avait fait des études de pharmacien, donc il était déjà un peu plus près de la science, des labos, tout ça, ça se passe à Bordeaux, dans le champ du vin. Et il dit, mais pourquoi je ne changerais pas? Ils étaient une trentaine, pourquoi je ne ferais pas mieux? Et là, généralement, ils font un stage master, enfin, ils font un petit galop d'essai, puis après, ils prennent des chiffres. Le chiffre est devenu le patron de la R&D, ils sont 900 maintenant. Donc ça veut dire qu'en 30 ans, ils sont passés de 30 à 900. On voit que la R&D est vraiment un vecteur de transformation, de structuration, de développement des entreprises. Donc là, c'est bien parce que le dispositif CIFRE aide les entreprises, et notamment les petites et les moyennes, à faire de la R&D de manière très structurée. Et vous l'avez très bien décrit, mesdames. Donc les grandes entreprises, quasiment tout le CAC 40 a des chiffres. Et j'ai des entreprises qui ont le maximum, c'est 180 chiffres en stock. Donc ce sont carrément des bataillons. Voilà. Donc leur recherche, c'est comme dans les laboratoires où souvent, notamment en médecine ou autre, les doctorants, c'est le manpower. On est d'accord, eux c'est pareil. Ils font aussi tourner leur service R&D grâce à ces doctorants. Et puis depuis 2006, on a les collectivités territoriales qui sont éligibles. Et on voit que depuis 3 ans, donc c'est le paquet tout à droite pour vous, ils sont très dynamiques. Et c'est là où on va trouver, mais pas que, les SHS, parce que les associations, les collectivités territoriales vont se questionner sur tout un tas de choses. Sur l'organisation de la ruralité, de l'urbanisme, sur la question de la santé dans les villes, sur la question de la délinquance, etc., etc. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, monsieur. Bonjour. Je me demandais, dans les cas
où il y a un renouvellement de contrat dû au fait où on n'a pas, par exemple, pu terminer nos recherches à temps dans les 3 ans? Est-ce qu'il y a eu une sorte de revisite des financements ou de la rémunération pendant le contrat CIFRE si on Alors là, il y a plusieurs questions. Déjà, la plus simple, qui est celle de la fin, est-ce que le doctorant voit son salaire augmenter au cours des 3 ans? Déjà, ça me fait penser à dire ça. Et la réponse est oui, parce que les doctorants sont des salariés, donc ils sont traités comme tous les salariés. Et voilà, rémunération des doctorants. Et en fait, ça peut arriver, alors je ne sais pas vous et je ne vous demande pas, mais tous les ans, ils passent devant leur DRH et il peut y avoir. Bien. La CIFRE, c'est 3 ans uniquement. On n'a pas les moyens de prolonger. On a eu les moyens de prolonger à post-Covid, parce que là, vraiment, ça avait été compliqué, mais ça a été totalement exceptionnel. Et je ne souhaite pas... moi, j'ai beaucoup milité pour que ça soit très encapsulé. De la même façon, on n'a pas de capacité de poursuivre en post-doc. Je pense que le fait que ça soit bien circonscrit avec un labo, une entreprise, une volonté stratégique, eh bien, le doctorant est très... Pourquoi ils soutiennent tous? C'est parce qu'il est très encadré. C'est un côté très scolaire, en fait, parce que tout le monde s'occupe du doctorant. L'entreprise, le labo, la NRT, on vous demande des rapports d'activité tous les ans. Enfin, on ne vous lâche pas. Donc, ou alors, s'il y a un problème, on s'en aperçoit et on essaye de le régler. Mais c'est vraiment 3 ans et pas... Alors, si les travaux ne sont pas finis, bah, soit la personne les finit autrement, soit elle est recrutée par l'entreprise. Enfin, bon, là, nous, on n'accompagne pas plus loin. J'ai répondu à votre question ou pas complètement? Dites-moi s'il manque quelque chose. Si on regarde les rémunérations, moi j'aime bien ce graphe, puisque vous voyez, alors là c'était à l'époque où le salaire minimum, c'est-à-dire en 2024, n'était que de 25 200, puisque vous avez vu qu'il est passé en 2025 à 25 600, puis après on arrête, on a beaucoup progressé d'année en année, ce qui est le salaire exigé, minimum exigé. Vous voyez quand même qu'ils sont que 13% à avoir le minimum et qu'on a 40% qui ont plus de 35 000 euros. Donc, moi, quand j'ai fait Massif, je me considérais davantage comme un étudiant. Donc, j'avais le sentiment que j'avais la Rolls-Royce des bourses. Voilà, j'ai failli faire ma thèse, à l'époque c'était possible, sans financement. Je me retrouve, alors je ne sais plus combien c'était en francs, j'ai peur de dire des bêtises, parce que c'était en francs, donc ça ne va même rien vous dire. Et là, c'était juste Noël, tous les jours. Donc oui, nos doctorants sont debout, se considérer comme des professionnels, sont reconnus comme tels. Et d'ailleurs, les entreprises leur donnent souvent des formations. Non seulement ils les augmentent, mais ils vont leur donner des formations. Surtout s'ils veulent les garder, ils vont les outiller comme un GI pour les préparer à prendre leur poste après. On est comment là? J'ai encore du temps, des questions? Ou alors on balaye les chiffres pour voir ce qu'on a oublié, des trucs? Ah, merci. Vous me sauvez. Combien en pourcentage, combien de CIFRE restent, d'étudiants, de doctorantes restent dans leur entreprise à la fin de leur contrat, d'une part, et est-ce qu'on a une fuite plus importante, fuite au bon sens du terme, parce qu'il faut que, pour avoir été aussi post-doctorant, je suis parti à l'étranger, mais de personnes qui partent après à l'étranger? Alors là, vous avez la réponse, une première partie de la réponse sur ce slide. Vous en avez, donc c'est ce que je disais, un tiers qui reste dans l'entreprise partenaire dans la CIFRE. On en a 65% en emploi dans les 3 mois, et puis sont en emploi dans les 3 mois qui suivent la CIFRE, et 85% dans les 6 mois. Puis après, on a vraiment le plein emploi avec post-CIFRE. Et alors, qu'est-ce qu'on m'écrit? On m'écrit aussi 62% des docteurs embauchés ont anticipé leur recherche d'emploi avant la fin de CIFRE, mais ça, c'est normal. Enfin, je vous conseille de faire ça à tous. 5% de création d'entreprise, c'est bien, ça. C'était même un peu plus, là, les dernières enquêtes qu'on a faites et qui ne sont pas là, celles qu'on a faites en 2025, on est bien plus élevé. Et vous voyez que 1 à 5 ans après, ils sont entre 2 tiers, 3 quarts dans le secteur privé. Et donc, j'étais à 1 quart, là, ce que je vous ai dit, dans le public. Et puis, on passe effectivement un peu plus à 8-10% d'entrepreneurs. Et alors, il y a quelque chose auquel je ne réponds pas dans votre question. C'était de savoir finalement si c'était un marchepied pour rentrer dans une entreprise. Alors oui, alors pour 2 raisons. C'est un marchepied pour rentrer dans une entreprise. D'abord parce qu'à la question fatidique,
devant un recruteur, avez-vous déjà travaillé? La réponse est oui, 3 ans. Et là, il n'y a pas photo. C'est pas oui, j'ai travaillé parce que, vous savez, quand on fait sa thèse, on est considéré comme un professionnel, mais j'étais dans le labo académique, machin. Non, non. C'est j'ai travaillé 3 ans chez EDF. C'est un contrat de travail. J'étais ingénieur d'études, je ne sais pas quelle qualification on vous donne. Mais, et alors ça, c'est déjà très bien. Parce que vous arrivez, vous avez 3 ans d'ancienneté. Et les boîtes aiment bien. C'est évidemment un marchepied pour rester dans l'entreprise ou dans toutes les entreprises, vous parliez de terrain, toutes les entreprises ou tous les lieux que vous avez visités. Parce que le doctorant, on dit 100% du job, c'est la thèse. Mais bon, si pendant 5-10%, il se professionnalise, il rencontre d'autres communautés, il part à l'étranger, c'est quand même tout bénef. C'est aussi ça, les mettre debout. Donc oui. Et alors, vous demandez s'il partait. Alors, je pensais que c'est partir à l'étranger. Pas tellement. C'est parce que non, on n'a pas tellement de... Si c'est bien prisé à l'extérieur, ce genre de... Pas tellement. Du coup, ça va me permettre de parler d'autre chose. Mais non, ils partent pas tellement à l'étranger. Je pense que on a une belle recherche en France. Donc, s'ils sont fans, ils se la sont appropriée en étant au cœur de 2 réacteurs. On devient totalement bilingue. Moi, je me définis comme quelqu'un de bilingue. Je sais parler le langage académique, mais je sais parler le langage industriel. À la limite, il n'y a plus rien qui me démonte. Voilà, et d'ailleurs, quand on fait des rencontres scientifiques, ma recherche, j'en parle. On en a fait une très précisément ici, il y a 2-3 ans. Donc, on prend un sujet avec un président de séance parce qu'on va s'éviter de dire des bêtises. Et puis, on demande à 3 doctorants du sujet considéré de venir présenter. Et là, j'invite non seulement la communauté CIF, mais j'invite tous les membres de la NRT. Donc, il n'est pas rare qu'il y ait 150 personnes, alors dans la salle et en remote, parce qu'on fait tout en duplex, c'est plus simple. Mais moi, quand je vois nos jeunes, comment ils se tendent les questions, la maturité à laquelle ils répondent à des patrons qui vont les chercher, parfois, je ne sais pas s'ils s'amusent, mais ils vont les chercher, ou alors ils les testent, je me dis que nos jeunes sont formidables. Je ne pense pas avoir eu à leur âge cette maturité. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ça crée vraiment un standing assez exceptionnel. Je pense vraiment que les doctorants CIF vivent une équation de vie totalement exceptionnelle. Et alors, vous me faisiez penser à une autre question. Est-ce que ça existe à l'étranger? Parce qu'on est envié de tout le monde. Alors, au Danemark, alors, on est les premiers, hein, comme souvent en France. Les premiers, 81, 94, le Danemark ou la Suède, c'est le Danemark, tente un truc. Et puis après, dans les années 2010, j'ai beaucoup aidé. Alors, j'ai aidé la Catalogne, et pas l'Espagne, la Catalogne. J'ai aidé l'Irlande, j'ai aidé l'Inde. Et d'ailleurs, j'ai été invité au 1 an du petit, c'est-à-dire une fois qu'ils avaient monté le dispositif CIFRE en Inde, qu'ils avaient appelé Prime Minister Fellowship. Donc, je vous signale que c'était attaché aux problématiques du Premier ministre. Eh bien, 1 an, on a été invité pour voir comme les 12 étaient très bien, etc. Donc, après, dans les pays anglo-saxons, ils ont une habitude de travailler avec le monde industriel qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'incitation. C'est normal d'aller... D'abord, ils ne sont pas fonctionnaires et ils vivent sur ce qu'ils disent qu'ils vont ramener comme contrat. Voilà, il y a un deal avec leur administration. Pendant les 3 ans qui viennent, moi, je vais faire ça. Donc, je vous garantis que vous aurez ça comme publication et je vous garantis que vous aurez ça comme coopération. Et donc, tous les doctorants, pour ça que c'est souvent plus long. Aux États-Unis, c'est plutôt 4-5 ans que 3, parce qu'il y a une partie où le doctorant va aider au transfert dans l'entreprise qui aura participé de peu, proche ou loin, aux travaux de recherche, ou qui sera... par contre, il y a le Better Act aux États-Unis, et la question de l'API est traitée très différemment, puisqu'elle reste à l'université. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, ils sont très pro-industrie et développement, mais en même temps, ils savent où mettre le curseur. Donc, c'est tout ça qu'on a à apprendre à faire. Et on est encore peut-être un peu fragile sur ces questions-là, et je regarde monsieur... Alors, je ne sais pas où on est du temps. On arrive tout doucement au temps. Eh bien, merci infiniment. Le temps d'une question, s'il y a encore une question des membres l'un d'entre vous. Ah, madame. Lader. Bonjour.
En fait, je voulais savoir qu'est-ce qui ferait qu'un dossier CIF soit rejeté? Ah, c'est une bonne question. Très bonne question. Je dois avoir le slide, mais on va la faire en live. Très bonne question. Alors, il y a en fait 3 cas. L'entreprise n'est pas solvable. C'est-à-dire que nous, elle est nouvelle. Et on fait une petite étude et on se dit, oh là là, ce truc, ça va pas marcher. Elle est en redressement judiciaire ou je ne sais pas quoi. Elle n'est pas solide. Ou elle n'est pas du tout, c'est pas du tout dans son champ métier. Alors, j'ai bien compris, Horizon 3, on shift et tout, mais enfin, il faut quand même shifter avec un peu de background, etc. Donc, ça nous inquiète. Voilà. L'entreprise nous inquiète. Ensuite, il y a le sujet de recherche, n'est pas un sujet de recherche. C'est un sujet d'étude. Mais il n'y a pas de production de connaissances neuves et utiles. Donc, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas embauché pour faire des essais. Vous êtes embauché pour penser, pour créer, pour maîtriser un vrai travail de recherche. Le CV du doctorant n'est pas bon. Nous, on regarde les notes. Quand je vois des notes à 8 sur 20, voire 10 sur 20 dans la matière où il va faire sa recherche, ou les matières connaissent, je me dis, moi j'ai un problème, j'ai besoin de gens qui sont excellents. Voilà, on est ambitieux. Il y a un sujet, alors on me dit, il était bon en stage et tout. Non, mais c'est pas un stage qu'on va faire. Là, on va lui demander d'être génial. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et puis, très rarement, un laboratoire qui serait vraiment pas dans son sujet. Mais là, c'est quand même extrêmement rare. Alors, comme c'est quand même un peu long et difficile de monter le dispositif CIF, on a très peu de mauvais sujets. On n'en a pas. On en a 6% de rejetés. C'est-à-dire rien. Parce que les sujets les dossiers que vous adressez, ils sont bien cousus. Et alors, ça m'amène à dire très rapidement une autre chose, mais qui vont intéresser. On a mis en place des fast track. Alors, on a mis en place des agréments avec les grands groupes. C'est-à-dire quand les entreprises ont près de 20 chiffres en stock en permanence, on leur a demandé d'expliquer quelles étaient leurs procédures de montage des dossiers et on leur donne un quitus moyennant de vérifier la qualité du doctorant, si c'est bien de la recherche, etc. Et on fait des évaluations en aveugle. Mais on n'en fait pas 100%. On en fait tous les 3 ou 4 dossiers. Ça marche super bien et ça existe depuis 2015-2016. Et là, récemment, donc c'est en avril 2024, si je ne me trompe pas, oui, on a mis en place des fast tracks, c'est-à-dire qu'on fait un peu la même chose pour des entreprises qui ont déjà eu au moins 2 chiffres depuis 5 ans. Et on se dit qu'on a une prime à ceux qui ont bien fait. C'est-à-dire, s'ils ont bien fait, on va regarder de manière un peu allégée. On va faire confiance à la Maison France, en fait, au tissu scientifique et industriel français. Là aussi, on peut regarder de manière ex post. On peut, s'il y a un problème, ils repasseront dans ceux qui ne sont pas en fast track. Et ce qui fait qu'on a des temps de traitement, des temps d'instruction. Alors, j'ai peut-être le slide, mais comme vous allez les avoir, les slides, vous pourrez regarder, qui sont extrêmement courts. Donc là, on a vraiment accéléré sur la... J'espère avoir répondu à votre question. Un grand merci. Merci à vous. Au plaisir de travailler avec vous.